Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Télé Sud, les titres de ce vendredi 15 novembre. Au Maroc, les gouvernements d'une vingtaine de pays se sont réunis à Rabat pour renforcer leur coopération transfrontalière face aux menaces sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel. La Libye et le Mali, pays où gravitent des groupes djihadistes, ont été au centre des débats. La secte terroriste Boko Haram affirme détenir le prêtre français enlevé au Cameroun. Au Nigeria comme au Cameroun, il y a des forces de sécurité déployées pour retrouver les ravisseurs du prêtre, a assuré un officier de la police camerounaise sous couvert d'anonymat. Et puis à l'occasion de la journée mondiale contre le diabète, le Gabon a organisé hier une campagne de sensibilisation près de la population de la ville de Kango. Une action de grande envergure animée par les fondations Albertine Amissa et Omar Bongondimba pour la paix, la science et la culture. Tous les regards se tournent désormais vers la Guinée, en Conakry. Ce vendredi, le pays connaîtra sa nouvelle Assemblée nationale. La Cour suprême doit proclamer dans la soirée les résultats définitifs des élections législatives du 28 septembre dernier. Des résultats provisoires annoncés il y a près d'un mois marquaient une victoire du parti présidentiel, mais sans la majorité absolue. L'opposition, dans cette attente, se dit cependant sereine, de même que la mouvance présidentielle qui affirme attendre dans une attitude citoyenne. Je vous le disais en début de ce journal, l'enlèvement dans la nuit de mercredi à jeudi du prêtre français, le père Georges Vandenbussche, dans l'extrême nord du Cameroun, a été revendiqué ce vendredi par la secte Boko Haram. Le président français François Hollande a affirmé aujourd'hui que le père Georges Vandenbussche avait sûrement été emmené vers le Nigeria. Moïse Monkoro. Le prêtre se trouvait dans l'enceinte de sa paroisse au nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Quand mercredi vers 23h, des hommes armés font irruption dans la maison paroissiale. La sœur Régine était sur place. Elle témoigne. Ils ont tout jeté par terre, tout abîmé dedans. Ils sont partis avec le père et jusqu'à présent, on ne sait plus les contacter. Et ils ressemblaient en tout cas aux Africains. Ce sont des Africains. Ils parlaient la langue Hausa et l'anglais. L'enlèvement du père Vandenbussche a été revendiqué ce soir par la secte islamiste Boko Haram. Au Nigeria comme au Cameroun, des forces sont déployées pour traquer les ravisseurs. Installé au nord Cameroun depuis 2011, selon le gouvernement français, les prêtres étaient bien informés des risques dans la zone. Ce prêtre avait été informé que c'était une zone extrêmement dangereuse. Et néanmoins, il avait voulu continuer à rester là-bas. Donc, évidemment, tous les moyens sont déployés pour essayer de le localiser. Dans la paroisse où officiait le père Vandenbussche avant son départ au Cameroun, la nouvelle de l'enlèvement a créé un choc. Il vivait pour témoigner. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé dans cette région, en se sachant très bien menacé. Jeudi, les paroissiens se sont rassemblés pour une veillée de prière. Des paroissiens qui assurent qu'ils continueront à prier chaque jour pour le père Vandenbussche jusqu'à sa libération. Et justement, la sécurité des frontières dans la zone sahélo-saharienne est-elle une mission impossible? Cette question sur la sécurité était au cœur de la conférence internationale de Rabat au Maroc. Objectif, trouver une réponse commune au terrorisme, trafic en tout genre qui gangrène la zone sahélo-saharienne. Salahedine Gakou. Renforcer la coopération transfrontalière face aux menaces sécuritaires dans le Sahel, c'est l'objectif des gouvernements de 20 pays. C'est dans un contexte régional particulièrement délicat que s'est tenue au Maroc ce jeudi la seconde conférence sur la sécurité des frontières de la zone sahélo-saharienne. Alors que le plan d'action adopté à la conférence de Tripoli en mars 2012 est resté peu suivi d'effets sur le terrain, la déclaration de Rabat entend mettre en pratique des mesures d'action. La France s'inquiète particulièrement de la situation dans le sud et l'est de la Libye, où des milices profitent du vide sécuritaire pour faire la loi. Laurent Fabius a annoncé la récente signature d'un accord avec Tripoli pour la formation de 1000 policiers libyens. Le chef de la diplomatie française a rappelé son soutien inconditionnel à la démarche des États sahélo-sahariens pour parvenir à un plan d'action collectif au niveau régional et international. Laurent Fabius a également évoqué la tenue les 6 et 7 décembre d'un sommet à l'Elysée et la perspective de la création d'une force africaine d'intervention rapide, solidement financée.
Reçu comme un chef d'État, le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, est au Sénégal, première étape d'une tournée en Afrique de l'Ouest qui le conduira en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie. Manuel Valls s'est rendu sur l'île de Gorée pour se recueillir à la Maison des Esclaves. Il a eu ensuite une audience avec la première ministre, Aminata Touré, avant de rencontrer pendant plus d'une heure son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo. Les deux hommes ont signé une déclaration conjointe sur le renforcement de la coopération entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale et les trafics de drogue. Face à la montée des violences à Bangui, le gouvernement du président par intérim Michel Djotodia ne sait plus où donner de la tête. Des informations font état depuis quelques jours de l'existence d'un centre de détention illégale à Bangui dans le bâtiment du Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, un service de renseignement officiel dirigé par le très influent Noureddine Adam. La torture y serait largement utilisée. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies se dit préoccupé et appelle les autorités à mettre fin à ces pratiques. Et puis toujours sur la Centrafrique, l'actrice américaine Mia Farrow, qui est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, a lancé un appel jeudi à la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide à la République centrafricaine, un pays au bord de la faillite, comme elle dit. Dans une conférence de presse à l'ONU à Genève, Mia Farrow expliquait que la population de la Centrafrique était le peuple le plus abandonné sur la Terre. Écoutons Mia Farrow. Je n'ai vu aucun être humain au bord de la route tout au long de mon voyage, de Bangui à Bossangoa. Tout ce que j'ai pu voir, c'était juste d'innombrables villages détruits, brûlés ou abandonnés. En arrivant à Bossangoa, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont fui les villages que j'ai décrits. Selon l'estimation de l'ONU, il y aurait aujourd'hui 400 000 personnes dans la brousse. C'est peut-être un chiffre inexact, mais je ne serais pas surprise si on me disait que le nombre de déplacés était beaucoup plus élevé que 400 000. Le président togolais Faure Gnassingbé est en France pour une visite officielle de 72 heures. Faure Gnassingbé a eu un tête-à-tête avec son homologue français François Hollande à l'Élysée ce vendredi après-midi. Une rencontre de 45 minutes destinée à faire le point sur la coopération entre le Togo et la France et puis d'évoquer les grands axes de l'aide publique au développement. La situation en Syrie a également été évoquée, puis les crises qui secouent plusieurs pays africains, en particulier le Mali, l'Égypte, la Centrafrique et puis la Guinée-Bissau. Dans l'actualité également, l'ONU rejette la suspension des procès des dirigeants kenyans à la Cour pénale internationale. Pour rappel, le mois dernier, les dirigeants du continent, réunis en sommet extraordinaire à Addis Abeba, avaient lancé une vive offensive contre la CPI, jugée partisane, qui ne s'en prend qu'à l'Afrique. Ils avaient alors déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour la fin des poursuites ou bien la suspension des procès du président kenyan Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto. Voilà, c'est refusé. Enfin au Gabon, lutter contre le diabète est l'une des préoccupations du gouvernement. À Kango, dans la province de l'Estuaire, se sont déroulées les activités commémoratives de la Journée mondiale contre le diabète. Une grande mobilisation permettant à une frange de la population d'être sensibilisée à cette maladie, mais aussi d'être dépistée gratuitement. Une action des fondations Albertine Amissa et Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science et la culture. Joël Tatu, Moyal Dongayene. Faisons un pas pour le diabète. C'est ce thème qui a accompagné les activités des fondations Amissa et Omar Bongo pour la paix et la culture dans la ville de Kango. Sur place, sensibilisation des populations, dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète, ainsi que le contrôle pour les malades. Une action préventive contre le diabète menée en faveur des populations villageoises. Ah oui, il y a eu affluence. Je pense que les images pourront le démontrer. Et nous sommes satisfaits quand même. Nous pensons que nous avons atteint notre objectif. En délégation, donc des médecins et personnel paramédical, ainsi que des représentants des fondations Amissa et Omar Bongo Ondimba. Avec 5% de la population aujourd'hui atteinte du diabète, la situation de la maladie est plus qu'inquiétante au Gabon, alors que cela pouvait être évité si toutes les conditions étaient réunies. La plupart de ces personnes ne sont pas diagnostiquées, alors qu'un grand nombre pourrait être traités au moyen de médicaments peu coûteux, ce qui réduirait sensiblement le risque de décès et d'incapacité dû aux cardiopathies et aux accidents vasculaires cérébraux. L'initiative des deux fondations, plus qu'encouragée par les populations de Kango. Vraiment un grand merci. Nous espérons vraiment que ce genre d'activité puisse se répéter aussi dans des communes voisines.
Pour l'OMS, il est plus qu'urgent que l'Afrique se lève véritablement contre cette maladie, elle qui paie le lourd tribut de cette grande tueuse silencieuse. La sensibilisation des populations au diabète est limitée et il n'existe pas de programme d'éducation bien structuré à destination des patients et des professionnels de la santé. L'Afrique abrite le pourcentage le plus élevé de cas de diabète non diagnostiqués, estimé aujourd'hui à 78%, à l'origine de 344 000 décès dans la région. Ainsi, l'éducation au diabète reste essentielle pour la prévention et la prise en charge de la maladie. Et nous poursuivons avec l'Afrique en bref. La Gambie rompt ses relations avec Taïwan. Un caricaturiste de presse algérien arrêté pour un dessin qu'il n'a pas encore publié. Mais avant, le président mozambicain appelle la Renamo à mettre fin au combat. L'Afrique en bref, vue par Ahmed Parezo et Corentin Baumstein. Au Mozambique, après près d'un mois d'hostilité entre les forces du gouvernement et les combattants d'opposition, le président mozambicain Armando Guebuza a appelé jeudi la résistance nationale Mozambique, la Renamo, ancienne guérilla armée transformée en parti politique, à mettre fin au combat. Le président Guebuza a déclaré que la Renamo devait mettre fin à toutes les hostilités et trouver des mécanismes qui conduiront à la réunion attendue de longue date entre lui-même et le chef de la Renamo, Afonso Dhlakama. La Gambie était l'un des derniers États ouest-africains à reconnaître Taïwan à l'heure où Pékin investit massivement sur le continent africain. Désormais, ce n'est plus le cas. La Gambie a annoncé avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Le bureau du président Yahya Jammeh explique que la mesure avait été prise par intérêt stratégique national. Le gouvernement taïwanais s'est dit attristé et choqué par l'annonce de la Gambie. L'île n'est plus reconnue que par 22 pays dans le monde, dont 3 seulement en Afrique, le Swaziland, Sao Tomé-Principe et le Burkina Faso. En Algérie, Djamel Hanem est caricaturiste de presse. Depuis mercredi, il est sous contrôle judiciaire pour offense au président de la République. La caricature incriminée faisait allusion à la maladie du président Abdelaziz Bouteflika en convalescence depuis plusieurs mois. La plainte a été déposée par son propre journal alors que la caricature n'était qu'à l'état d'esquisse et n'avait pas été publiée. Le journal de Djamel Hanem, La Voix de l'Oranie, avec qui il est en conflit pour une histoire de salaire non payé depuis 2007, l'a suspendu pour une durée indéterminée. Il a également poursuivi en justice pour abus de confiance et tentative de nuire au quotidien. Les journaux privés algériens craignent désormais une atteinte à la liberté de la presse et d'expression. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans le monde en bref. Fin de la campagne électorale au Chili. Plus de 13,5 millions de Chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire parmi 9 candidats en lice à la présidentielle le successeur de l'actuel président conservateur Sebastián Piñera, l'ex-présidente et candidate, la socialiste Michelle Bachelet, 62 ans, largement favori dans les sondages, a lancé un appel à voter massivement lors des élections présidentielles pour s'assurer une victoire dès le premier tour ce dimanche. C'est un nouveau coup dur pour Barack Obama dans la mise en place de l'Obamacare, la couverture maladie universelle. Un peu plus de 100 000 citoyens américains seulement, jusqu'ici dépourvus de cette complémentaire santé, ont souscrit une assurance en octobre, premier mois d'inscription à ce dispositif. Prononçons 4 fois le mot ratage et exprimant son mea culpa lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président américain va modifier Obamacare, le pilier de son programme de réforme. Barack Obama prolonge d'1 an les forfaits d'assurance résiliés par les assureurs privés. Le sommet du Commonwealth au Sri Lanka boycotté. Le prince Charles a ouvert à Colombo le sommet du Commonwealth, un sommet de l'organisation réunissant les anciennes colonies britanniques, marqué par le boycottage de plusieurs chefs de gouvernement.